Radio J, l'invité du grand journal. Radio J. Steve Nadjar. Philippe Vellila, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Merci à vous. Vous êtes docteur en droit, essayiste après une longue carrière, notamment à la ville de Paris, puis au ministère français de l'économie. Vous avez également enseigné à l'université hébraïque de Jérusalem et vous publiez un essai chez l'Harmattan intitulé La gauche a changé de Mitterrand à Mélenchon 1968-2022. C'est une forme d'élégie de la gauche de gouvernement dont les ambitions social-démocrates ont été, selon vous, vaincues par la radicalité facile de l'extrême gauche. Quelles ont été les 2 ou 3 grandes dates, les 2 ou 3 moments charnières qui, selon vous, ont permis d'aboutir à cette évolution politique malheureuse? Écoutez, tout avait commencé en 68, à mon avis. En 1981, lorsque Mitterrand gagne la présidentielle, c'est la génération de 68 qui arrive au pouvoir. Et dès les 1983, la gauche décroche de son électorat du fait... Avec le tournant de la rigueur. Le tournant de la rigueur, que en plus, le Parti socialiste n'a pas vraiment assumé, puisqu'il a parlé de parenthèse. Et en fait, la parenthèse n'a jamais été refermée. Et donc, l'électorat de gauche, qu'on appelait le peuple de gauche à l'époque, est rentré dans une forme de chagrin dont il n'est jamais sorti. Et il y a eu des embellis. Il y a eu d'abord la gauche plurielle avec Lionel Jospin, 5 années de gouvernement. 97-2002. 97-2002. Et puis il y a eu François Hollande en 2012. Alors là, un bilan beaucoup plus contrasté, mais qui aujourd'hui, d'ailleurs, fait l'objet d'une réhabilitation, notamment à droite. C'est assez amusant. Sur quel point en particulier? Parce qu'il a notamment bien géré les finances publiques. La réforme Touraine. Sur les retraites dont on parle beaucoup en ce moment. Il a fait beaucoup de réformes très courageuses qu'on a oubliées. Par exemple, la mise sous condition de ressources des allocations familiales. Personne n'avait osé la faire. La réforme territoriale avec 12 régions au lieu de 13 régions au lieu de 22. Personne n'avait osé la faire. C'était très difficile. Il l'a fait. Et qui va être probablement poursuivi par Emmanuel Macron dans les prochains mois. Oui, le problème de François Hollande, c'était plutôt sa personnalité, son caractère. Il manquait du caractère. Il n'était pas vraiment à sa place. Il avait toutes les compétences intellectuelles, le courage aussi, mais pas forcément l'attitude. Il était plus fait pour l'administration des choses que pour le gouvernement des hommes. Philippe Vellila, vous écrivez dans ce livre « La gauche de gouvernement a inventé une machine à perdre, trop à gauche dans l'opposition, trop à droite au pouvoir. Elle crée de grandes illusions suivies d'immenses désillusions. Les dirigeants de cette gauche n'ont pas assumé, selon vous, les renoncements qu'impose le passage au pouvoir ?» Absolument. C'est tout le problème. C'est-à-dire que dans l'opposition, la gauche fait beaucoup de promesses. Les électeurs les croient. Et donc vote pour la gauche. Et puis au pouvoir, il y a les réalités économiques, il y a les réalités internationales. Et très souvent, c'est ça qui à mon avis, a tué la gauche du gouvernement. Très souvent, donc la gauche s'adapte avec un certain courage, mais n'assume pas notamment au niveau idéologique. Le Parti socialiste n'a jamais dit franchement, nous sommes sociodémocrates. Il y a des personnalités qui l'ont dit, mais on l'a bien vu sous le quinquennat de François Hollande. François Hollande a dit à un moment donné, pas au moment de son élection, 1 ou 2 ans après, je suis social-démocrate, mais il a eu droit aux frondeurs. C'est-à-dire que la totalité, le Parti socialiste n'était pas convaincu dans ses profondeurs. Ce sont 2 gauches finalement irréconciliables, pour paraphraser un ancien Premier ministre. C'est un vrai problème. Il y a effectivement 2 gauches. La première gauche est d'inspiration marxiste, la seconde est plutôt d'inspiration sociale chrétienne. La première veut remplacer le capitalisme, la seconde veut simplement le contrôler. Et on pourrait multiplier les différences. Ce qu'il faut bien voir, c'est que si les gauches sont inconciliables, plus jamais la gauche ne sera au pouvoir. Le génie de Léon Blum et le génie de François Mitterrand, ça a été d'accepter ces différences qui étaient aussi inconciliable à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'en 1936, le PC, c'était l'arme de Staline en France. Et donc la NUPES s'inscrit dans cet héritage finalement. Totalement. Et je crois qu'effectivement, la question ne se pose plus beaucoup, puisqu'il y a la NUPES, puis à côté, il n'y a pas grand-chose. Le rapport de force est inversé néanmoins au sein de la gauche. Complètement. Et la gauche du gouvernement, enfin, aux dernières élections présidentielles, a quasiment disparu. Anne Hidalgo a fait moins de 2%. Alors, on pense, moi, j'ai pas de certitude là-dessus, on pense qu'à un moment donné, un nouvel espace se dégagera pour la social-démocratie française, avec peut-être quelqu'un comme Bernard Cazeneuve, qui effectivement est quelqu'un de très doué, ou Carole Delga, qui aussi est une femme très, très douée. Mais c'est pas la personnalité qui compte forcément. Pour gagner, il faut un programme, une équipe, un leader. Et là, le Parti socialiste en est loin. Quel est le rapport de cette gauche, de ces gauches à l'antisémitisme? De manière schématique, bien sûr. De façon schématique, la NUPES, on sait qu'il y a des tentations antisémites.
chez certains de ses membres, pas tous. Tandis que dans la gauche du gouvernement, non. Bon, la gauche du gouvernement a toujours lutté contre l'antisémitisme. Est-ce que c'est un point de friction en interne ? Oui, par rapport à Israël notamment. Absolument, par rapport à Israël, par rapport à l'antisémitisme en général. Par exemple, au prochain dîner du CRIF, j'ai vu que les députés socialistes vont être invités, mais pas les autres députés NUPES. Il est là, le clivage. Et il y a eu de ce point de vue d'ailleurs un moment historique extrêmement important. C'est en 2000, lorsqu'il y a eu la vague d'antisémitisme suite à la seconde intifada. On sait que le gouvernement de Lionel Jospin 2001. A répliqué très faiblement et ça a signé le divorce avec la grande majorité de la communauté juive. Mais il y avait déjà des contentieux. Alors vous estimez que cette bulle mélanchoniste ne pourrait avoir qu'une durée de vie limitée et céder rapidement la place à une autre révolution politique, celle de l'arrivée au pouvoir de la droite la plus dure, un scénario catastrophe, prévenez-vous. Ça vous semble une hypothèse sérieuse dès 2027 ? Oui, tout à fait. Marine Le Pen peut gagner l'élection présidentielle en 2027. Seule ou en s'alliant à d'autres forces ? En s'alliant. Mais vous savez, il y a des gens, je pense à Christian, je pense au leader actuel, non m'échappe, des Républicains, Éric Ciotti. Je pense... qui n'a jamais parlé d'alliance. Non. Je pense aussi à Laurent Wauquiez. En fait, il n'y a plus beaucoup de différences idéologiques entre eux. Et ils apporteraient à Marine Le Pen la caution de la compétence, la caution de l'expérience de la gestion gouvernementale qu'elle n'a pas. Mais de toute façon, nombre de politologues parmi les plus sérieux, je pense à quelqu'un comme Jérôme Fourquet, qui est un des meilleurs politologues actuels, pense que Marine Le Pen peut gagner en 2027. Et c'est-à-dire qu'on aurait un effacement à la fois de la gauche du gouvernement, c'est déjà fait, la droite du gouvernement, c'est déjà fait, et puis les deux extrêmes. Et si les deux extrêmes sont l'une face à l'autre, il y aura aucune, pour moi, il y aura aucune hésitation. Ce serait Marine Le Pen qui gagnerait. C'est l'un des effets. Ça serait l'un des effets indirects de la dynamique Macron depuis 2017 ? Non, je ne pense pas qu'il soit responsable. C'est un des effets d'une dynamique internationale qui est la dynamique populiste qu'on constate dans tous les pays du monde. C'est la résultante aussi du fait que les classes populaires, soit elles votent pour Marine Le Pen, soit elles s'abstiennent. Parce que la gauche du gouvernement ne sait plus leur parler. Et puis, c'est la résultante du fait que Marine Le Pen a une stratégie de dédiabolisation qui a parfaitement fonctionné. Aujourd'hui, elle est totalement dédiabolisée. Elle a fait 42% au second tour l'année dernière. Et on a constaté au législatif que ce que l'on appelait le filet de sécurité, le fait qu'on ne votait pas pour elle par principe, cette barrière est complètement tombée. Donc, Marine Le Pen a un boulevard devant elle. Et la responsabilité historique de la gauche du gouvernement, c'est de savoir se reconstituer et de fédérer autour d'elle un arc républicain qui soit capable de s'opposer à cette perspective qui est quand même pas très réjouissante. Merci beaucoup Philippe Veillet d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier essai publié aux éditions de l'Harmattan, La gauche a changé de Mitterrand à Mélenchon. À très bientôt sur Radio J. Merci à vous. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Radio J. Steve